que soi-disant il y a des déficits démocratiques, et de l'autre on nous dit vous devez vous battre pour éradiquer les forces négatives, c'est votre responsabilité. Tout se passe comme si l'objectif poursuivi était de nous faire croire à nous-mêmes, Congolais. Et vous voyez certaines réactions qu'on enregistre de plus en plus, même dans les médias, indiquent que beaucoup gagnent dans ce sens-là. Nous faire croire à nous-mêmes, Congolais, et faire croire au monde entier que la République démocratique du Congo, décidément, est incapable de prendre en main et de résoudre seule ses problèmes de sécurité. Il y en a qui y gagnent. Hier, peu après la communication du chef de l'État aux ambassadeurs, nous avons suivi avec stupéfaction, dans certains médias, que l'acceptation par la République démocratique du Congo d'un appui des Nations Unies impliquait ipso facto une renonciation à une partie de sa souveraineté au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. S'il n'y avait eu tout ce drame, on aurait pu rire d'une telle allégation. Parce que rien n'est plus faux. Et on devrait revisiter un peu le chapitre 7 en question de la Charte des Nations Unies. Je l'ai ici. On se rendra compte qu'il porte sur l'action en cas de menace contre la paix, la rupture de la paix et d'actes d'agression. Et que ce chapitre 7, dans ce chapitre 7, il n'est fait nulle part, ni directement, ni indirectement, aucune mention à une quelconque limitation de la souveraineté d'un quelconque État. Et pour ce qui est de la situation en République démocratique du Congo, le chapitre 7 étant général, le siège spécifique de la matière réside dans la résolution 2098 du 28 mars 2013 du Conseil de sécurité, qui réaffirme au contraire, je cite une partie de la résolution, la ferme détermination du Conseil de sécurité, le ferme attachement du Conseil de sécurité à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. On ne peut pas imaginer le même Conseil de sécurité qui réaffirme son attachement à notre souveraineté et qui aurait dit, je ne sais pas moi, sur base du chapitre 7, que notre souveraineté serait limitée. Et on continue dans cette résolution 2098, on souligne même, je cite, l'importance du principe de non-ingérence, fin de citation, qui doit être, et je cite encore, pleinement respecté. Le principe de non-ingérence, qui doit être pleinement respecté. Dire à un chef d'État qu'avant de nommer des généraux, il faut consulter une structure étrangère au pays, c'est s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. Et ça, ce n'est pas acceptable. La résolution 2098 reconnaît aussi en son point 10 que, citation, la République démocratique du Congo a la responsabilité principale de garantir sa souveraineté et son intégrité territoriale. Fin de citation. Cette tâche n'est donnée à personne d'autre, même pas à la MONUSCO. On se demande bien où ces médias ont pu trouver une quelconque idée de limitation de la souveraineté de la République démocratique du Congo dans l'arsenal juridique des Nations Unies. Et c'est précisément pour préserver la souveraineté de la République démocratique du Congo que le président de la République a décidé depuis hier de renoncer à l'appui qui était attendu de la MONUSCO en faveur des opérations pour le désarmement forcé des FDLR. Pour tout dire, ces opérations qui ont bel et bien commencé, contrairement à ce que certains commentateurs en disent, ces opérations vont être poursuivies jusqu'à bonne fin, mais par les seules forces armées de la République démocratique du Congo. Venons-en maintenant rapidement au deuxième point de la communication du président qui concernait les agissements et comportements de quelques diplomates en poste à Kinshasa. À ce sujet,
L'intervention du président a été axée sur les attitudes et comportements de quelques diplomates qui ont été instamment priés de cesser de considérer la République démocratique du Congo comme un pays conquis. Cesser de considérer la République démocratique du Congo comme une sorte de Far West. Vous savez, le Far West, dans les westerns, là où tout est permis. Ça ne se fait pas ailleurs, mais là on peut le faire. Il a été rappelé que les interlocuteurs des diplomates dans un pays sont institutionnels et non pas privés. Il a été rappelé qu'un diplomate ne peut en aucune manière se considérer d'une façon ou d'une autre comme un acteur ou un protagoniste actif dans le débat de politique intérieure qui reste un privilège réservé exclusivement aux nationaux. Par ailleurs, il a fallu ramener à la surface le principe universel en vertu duquel seules les institutions politiques légitimes d'un pays auprès desquelles les ambassadeurs sont accrédités ont la charge des affaires de l'État. Et le président a martelé que l'État congolais n'a jamais et n'aura jamais vocation à être co-géré avec un club de diplomates. Les Congolais se souviendront que depuis l'année dernière, c'est la 3e mise au point du numéro 1 de la République démocratique du Congo. Dans ce sens, cette nouvelle mise au point a été faite en toute amitié, parce que la République démocratique du Congo comprend très bien la nécessité et l'utilité de ses relations avec ses partenaires. Parce qu'il y a parmi ces derniers des amis sincères, à l'égard desquels notre président a exprimé hier toute sa gratitude, notamment ceux qui, entre autres choses, ont versé le sang de leurs enfants aux côtés de nos troupes dans nos efforts de pacification à l'Est, notamment l'offensive contre les forces négatives du M23. Dans un chapitre divers, avant que vous ne preniez la parole pour les échanges, je voudrais partager avec vous le plaisir de la réussite du festival Amani qui vient de se dérouler sans anicroche à Goma, chef-lieu de notre province du Nord Kivu. C'est une célébration de la paix et des vertus de la paix à laquelle les jeunes de République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi et d'autres venus d'ailleurs, notamment d'Europe, ont participé pour exprimer leur confiance en l'avenir des peuples de la région des Grands Lacs. Une région qui n'a cessé ces dernières années de se manifester par des conflits sanglants et déstabilisateurs. On a même vu un artiste de renommée rwandais chanter à la gloire du défunt général Mamadou Ndala. Ça a été un grand moment. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue les organisateurs et tous les participants à cet événement culturel qui a été une véritable bouffée d'oxygène pour des populations martyrisées depuis trop longtemps et se félicite de l'engagement des uns et des autres en faveur de la paix et de la culture de la paix pour une compréhension et une cohabitation harmonieuse entre nos peuples. Toujours à Goma, on a noté au cours de la semaine passée une décision exemplaire prise par la justice militaire qui a condamné à des peines de 20 ans de servitude pénale notamment un groupe de 12 militaires des FARDC qui étaient poursuivis pour une infraction de coups et blessures ayant entraîné la mort d'un concitoyen sans intention de la donner dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, cet arrêt de la Cour militaire du Nord Kivu illustre bien le fait que les institutions publiques congolaises ne se croisent pas les bras face à des cas éventuels de comportements répréhensibles de délinquants en uniforme qui, à l'instar de tous les autres délinquants, sont destinés dans notre pays à subir les rigueurs de la loi. Pour
Pour terminer cette partie introductive de notre entretien, je voudrais attirer votre attention sur le regard positif jeté sur l'évolution économique de notre pays par l'Agence internationale de notation Standard & Poor's. Cette agence estime que, je cite, « les récentes évolutions économiques de la République démocratique du Congo lui valent le maintien des notes B sur le long terme et B sur le court terme avec perspective stable. Cette note est justifiée par l'espoir de voir le stock de la dette rester à un bas niveau, expliquent les experts de Standard & Poor's, qui ajoutent que si les réformes dans la gestion des finances publiques sont correctement mises en œuvre, on pourrait assister à des améliorations, même si la situation restera globalement faible. » Fin de citation. Il nous appartient de maintenir l'effort, en dépit des difficultés, pour pouvoir améliorer davantage cette situation économique qui sort du fond du gouffre. Je vous remercie. Jeff Ngoy, Radio Kapi. Monsieur le ministre, concernant la rénonciation du gouvernement au soutien militaire des Nations Unies envers le FARDC, est-ce que le gouvernement va s'assumer jusqu'au bout? Qu'est-ce qui est exactement reproché aux deux généraux suspectés par les Nations Unies et qui mènent l'opération Sokola 2 contre le FDLR? Pour sortir un peu de la conférence, je reviens sur notre préoccupation relative au non-respect de la Constitution par le gouvernement. J'évoque l'article 97 de la Constitution qui dispose que toute fonction des membres du gouvernement est incompatible avec toute responsabilité au sein des partis politiques. Il y a de cela 3 mois, répondant à une de nos questions ici, vous nous aviez dit que cette question serait réglée dans 8 jours. Les 8 jours sont déjà passés, on est presque à 3 mois. On réalise qu'il y a plus ou moins 3 vice-premiers ministres au sein du gouvernement qui continuent à exercer leurs responsabilités au sein des partis politiques. Et il y a notamment Thomas Louaka, qui vient de signer même récemment un communiqué sous le label du MLC Thomas Louaka, secrétaire général. Il a même procédé à l'installation du comité des jeunes bembistes, juxtaposant le siège interfédéral du MLC. Tout récemment, il y a le vice-premier ministre Willy Makiashi, qui a été convoqué par le président de l'Assemblée nationale, de surcroît secrétaire général de la majorité présidentielle, pour s'expliquer sur la dernière déclaration du patriarche Antoine Gizenga. Il y a le vice-premier ministre Évariste Bochab, qui continue à exercer les activités comme étant secrétaire général du PPRD. Pourquoi les autres, vos collègues, ne peuvent pas s'inspirer de votre exemple? Vous avez pris un peu de distance vis-à-vis de votre parti, la CCI, dont vous êtes resté autorité morale, un exemple à suivre par d'autres collègues. On se demande, le gouvernement n'est-il pas en train de violer sa propre constitution? Merci. À la première question concernant la renonciation, vous demandez si nous allons nous assumer, mais c'est ce que le président a dit de manière très claire, en rappelant que même pour les M23, nous nous sommes assumés, puisqu'on a souhaité que nous ne puissions pas lancer cette offensive. C'est contre l'avis de nos partenaires que nous nous sommes assumés, c'est ça s'assumer. Ils ont dit n'y allez pas, nous avons dit nous y allons, et c'est pour les M23, 3 semaines après le départ, qu'ils sont venus pour s'associer aux opérations. Pour les ADF Nalu, c'est même 2 mois après le départ que la MONUSCO est venue s'associer. Donc chaque fois, nous nous sommes assumés. Et il n'y a aucune raison pour que cette fois-ci, nous ne puissions pas nous assumer. Et je dois dire à cet égard que l'exemple qui a été donné, les chiffres qui ont été rappelés, au départ, les FDLR sont plusieurs dizaines de milliers. Aujourd'hui, ils sont 1400, 1500. Mais cette réduction n'est pas miraculeuse.